Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler un petit peu de mon avis sur tous les gagnants des Goodreads Choice Awards, enfin presque tous, parce qu'il y a eu il y a quelques mois donc l'annonce des gagnants 2023 des Goodreads Choice Awards. Les Goodreads Choice Awards, c'est l'application Goodreads qui permet de répertorier ses lectures, qui vient sélectionner en fait dans chaque catégorie plusieurs livres qui pourraient être susceptibles d'être les meilleurs livres dans cette catégorie publiée en 2023. Et donc c'est à chaque fois des genres différents qui composent les catégories. Moi j'ai sélectionné bien évidemment les genres que je lis. Il n'empêche que je crois que j'ai lu, on va dire à peu près 12 sur 15 lauréats il me semble. Il y en avait que j'avais déjà lu avant donc au cours de l'année, je crois qu'il y en avait 6 et il y en a 6 autres que j'ai lus dans le cadre de cette vidéo, donc je vais vous en parler. J'ai pas filmé ça sous forme de vlog parce que j'arrive pas souvent à m'y tenir en fait à filmer ça sur le long terme, donc je me suis dit que juste j'allais me poser et vous donner mon avis à chaque fois sur les différentes catégories que j'ai lues. En premier, le gagnant de la catégorie romance, c'était Happy Place de Emily Henry et en tant que grande fan de Emily Henry, lui je l'avais lu directement à sa sortie et je dois dire que pour le coup je suis pas forcément très contente que ce soit lui qui ait gagné parce que c'est pas mon Emily Henry préféré. Je me rappelle plus quel autre livre il y avait dans la catégorie romance, mais il me semble même pas que ce soit celui pour lequel moi j'avais voté à la base. Celui-ci, c'est on va dire le Emily Henry qui m'a laissé le plus indifférente. J'ai trouvé les personnages assez antipathiques et donc j'étais assez déçue. Le prochain qui sort de cette autrice s'appelle Funny Story. Il a l'air vraiment très très sympa. C'est du fake dating, j'adore ça. Entre eux, je crois, je sais plus, ils vont date les ex de la personne avec qui ils viennent de rompre en mode fake dating, mais j'imagine que finalement ça va partir sur quelque chose. Et celui-ci donc c'est l'histoire d'un couple qui en fait se retrouve à partir en vacances avec leurs amis, sauf que en fait ils leur mentent depuis des mois, puisque ça fait 6 mois qu'ils ne sont plus ensemble. Ils étaient fiancés, ils devaient se marier et ça fait 6 mois qu'ils sont plus ensemble et donc ils vont devoir mentir à leurs amis pendant leurs vacances, sauf que ça va aussi les pousser à peut-être se rendre compte que c'est pas terminé entre eux, à s'expliquer plutôt sur ce qui a fait que ça ne marchait pas. Et j'ai été assez indifférente à leur romance, j'ai pas réussi à m'attacher. Je sais que pour beaucoup de gens c'est leur Emily Henry favori et je pense que c'est soit ça passe soit ça casse. Moi j'ai pas réussi à ressentir l'alchimie entre les deux et même s'il y a des sujets très importants qui sont abordés dans ce livre-ci, je sais pas, j'ai pas été aussi touchée que j'ai pu l'être dans d'autres de ces livres. Donc voilà. Pas forcément celui que j'aurais mis en gagnant de la catégorie romance, mais je sais qu'il a beaucoup plu. Le gagnant de la catégorie romantasy, c'était Fourth Wing de Rebecca Yarros. Et alors là, franchement, ça ne m'a pas choqué parce que c'est celui pour lequel moi j'avais voté dans cette catégorie-là avant d'avoir lu Iron Flame. Mais il n'empêche que, même si j'ai pas du tout aimé Iron Flame, celui-ci, ça a été une super lecture sur le moment. C'est vraiment le genre de fantasy qui se lit toute seule. C'est pas la epic fantasy avec l'univers le plus développé, ultra riche, un système de magie incroyable, mais c'est la fantasy que vous allez prendre, que vous allez lire en même pas 2 jours et qui va vous laisser un super souvenir. C'est un peu, vous savez, comme les films que vous regardez de temps en temps sur Netflix qui sont pas incroyables, mais vous avez passé un super moment pendant ces 2 heures et vous avez quand même envie d'avoir la suite. C'est un peu la même chose avec Fourth Wing, même si la suite n'a pas du tout été à la hauteur pour moi et je sais pas encore si je lirai le tome 3. Il n'empêche que j'avais adoré celui-ci, j'avais adoré la romance, j'avais adoré les personnages, les dragons, le système, l'univers autour de l'école de dragonnier que j'avais trouvé trop cool. Donc voilà. Il n'empêche que le tome 1 était absolument génial. En fantasy tout court, c'est Hellbent qui a gagné de Leigh Bardugo, donc le tome 2 de... comment ça s'appelle ? La 9e maison, Ninth House, et je l'avais absolument adoré celui-ci. C'est là pour le coup, c'est de l'urban fantasy assez complexe. Le tome 1 est vraiment galère parfois à rentrer dans, le rythme est assez particulier, mais j'ai absolument adoré. J'ai préféré encore ce tome 2 parce qu'on en apprend plus sur les personnages et on fait un petit séjour dans un endroit assez particulier, on va dire. Et j'ai adoré découvrir ça. J'ai adoré voir aussi l'évolution de nos personnages et c'est un livre qui est très intéressant sur la psychologie à chaque fois, sur les traumas qu'ont vécu les personnages et comment est-ce qu'ils les gèrent. Le tome 1, si je me rappelle bien, c'est sur une jeune femme qui s'appelle Alex Turner, parce que je vais éviter de vous spoiler à chaque fois, qui a cette capacité en fait de voir des fantômes et elle va être recrutée par l'université de Yale pour intégrer l'université, mais elle aura pour but, je crois, de
protéger une partie des étudiants qui font des sortes d'expériences et voilà, de les avertir par rapport aux fantômes et tout. Je vous fais un résumé vraiment à ma sauce, mais je vais éviter de vous spoiler. Le gagnant de la catégorie science-fiction, alors celui-ci pareil, je l'avais lu à sa sortie et je ne trouve pas du tout qu'il mérite sa place, honnêtement. J'ai été hyper déçue moi par celui-ci. C'est In the Lives of Puppet de TJ Klune. J'adore TJ Klune, hein. Je suis pas du tout en train de cracher sur l'auteur. Ses autres livres ont été quasiment tous des coups de cœur, donc je m'attendais à ce que celui-ci le soit aussi. Et malheureusement, ça a été une très grosse déception parce que l'histoire m'a laissée complètement indifférente. J'ai pas du tout accroché avec l'humour, j'ai pas accroché avec les personnages. Je sais pas, je pense que l'humanisation peut-être des robots n'a pas été assez bien fait pour moi et j'ai été toujours assez détachée des personnages de l'histoire, encore plus de la romance qui vraiment m'a pas parlé du tout. La seule chose que j'ai appréciée, c'est la relation père-fils qu'on a dans le récit, mais c'est tout. Et donc, le résumé nous dit qu'en gros, on y suit une petite famille où vit un humain qui s'appelle Victor et 3 robots. Il y a donc une machine infirmière un peu sadique, un petit aspirateur qui est en manque d'amour et d'attention, et un inventeur androïde qui s'appelle Giovanni Lawson et qui est aussi donc la figure paternelle. Et ensemble, ils forment une famille qui sont cachés et à l'abri. Sauf que un jour, Vic, donc notre protagoniste humain, eh bien, va sauver un androïde qui s'appelle App et il va apprendre que App et son père, donc Gio, ont un passé assez sombre en commun et qu'ils chassaient ensemble des humains. Sauf que App, sans le faire exprès, eh bien, il va donner la localisation plutôt de Gio. Et du coup, au milieu de la nuit, eh bien, Gio va se faire enlever et le reste de la petite famille va partir à sa recherche pour essayer de le sauver avant qu'il soit désactivé. Et voilà, le pitch avait l'air plutôt cool, mais je sais pas, ça m'a laissé complètement de marbre pour le coup et... ouais, j'ai pas trouvé que c'était à la hauteur de ses autres ouvrages. Ensuite, les 2 derniers que je l'ai lus, je les ai pas avec moi, mais le premier c'est Divine Rivals qui a gagné la catégorie Young Adult Fantasy, amplement mérité, franchement il est absolument incroyable. Il sort bientôt en français d'ailleurs, donc je vous conseille de vous le procurer dès sa sortie si vous aimez la Young Adult Fantasy, Romantasy. C'est vraiment pour moi celui-ci de la romance avec de la fantasy plus que de la fantasy avec de la romance, même si dans le tome 2 il y a ce shift un petit peu. C'est vraiment voilà, une histoire d'amour et derrière il y a ce fond de guerre. Mais voilà, c'est extrêmement bien écrit, la prose est absolument sublime, les relations entre les personnages sont très belles, j'ai adoré la psychologie de nos 2 protagonistes. Ça raconte l'histoire donc de Iris qui communique avec son frère via des lettres magiques. Elle lui écrit des lettres qu'elle glisse ensuite sous sa porte de placard et qui sont censées arriver à son frère qui est au front. Elle va pas trop bien parce que voilà, son frère est à la guerre et sa mère est alcoolique et donc c'est un peu son échappatoire d'écrire ces lettres-ci, sauf que eh bien ce n'est pas son frère qui les reçoit mais c'est Roman Kitt, son rival en fait de toujours à la Gazette, puisqu'ils se battent tous les 2, ils sont journalistes et ils se battent pour avoir la colonne dans le magazine. Et voilà, ils vont se retrouver à échanger un petit peu sous ce fond derrière de guerre entre 2 dieux et j'ai absolument adoré, je peux que vous le recommander si vous aimez la romantasy. Et je trouve qu'il mérite du coup amplement sa victoire. Et le dernier que j'ai lu donc avant les Goodreads Choice Awards, parce qu'il me tentait déjà, c'est le gagnant de la catégorie Histoire et Biographie et c'est The Wager. Je l'ai absolument adoré celui-ci, je l'ai écouté en audio et voilà, j'ai trouvé ça génial. J'ai envie de temps en temps d'écouter un petit peu plus de livres un peu historiques. Et celui-ci, je me rappelle bien, alors j'ai plus les dates, hein, donc je vais peut-être me tromper, mais il me semble que c'est donc pendant la guerre entre l'Angleterre et l'Espagne. Ils avaient décidé donc de dépêcher plein de navires pour, je crois, contourner en fait par je sais plus où et ensuite prendre à revers une partie des Espagnols, sauf que eh bien il y a un de ces bateaux là qui s'appelle The Wager qui va eh bien essuyer une énorme tempête, se retrouver échoué sur une île, encore une fois je sais plus où, et là-bas va se passer beaucoup de choses atroces, va y avoir du cannibalisme, va y avoir de la mutinerie. Et nous, ce qu'on y suit en fait, c'est des années plus tard, il y a une première partie de l'équipage qui arrive à revenir et qui raconte une partie du récit, on va dire, assez enjolivée. Voilà, on va pas parler de la mutinerie, on va pas parler du cannibalisme et on va pas parler du fait qu'il reste des gens toujours sur l'île qu'on a un peu abandonnés. Sauf que, eh bien, encore quelques années plus tard, il y a le reste des survivants qui arrive et qui va raconter du coup ce qui s'est passé dans les plus atroces détails, donc la mutinerie, le cannibalisme, et les 2 récits vont être confrontés, sachant que les menteurs, ceux qui seront désignés menteurs en tout cas, risqueront la cour martiale et donc une exécution. Et voilà, on y suit en fait les personnes qui vont raconter ce qui s'est passé et confronter leur récit. C'était vraiment très très bien, moi j'ai beaucoup aimé, ça me donne envie de lire beaucoup plus de récits historiques. Et on peut passer maintenant à ceux que j'ai lus et que je n'avais pas encore découvert avant le début de cette vidéo. En premier, on a
a le gagnant de la catégorie fiction qui est Yellowface de R.F. Kuang. Celui-ci, c'est un récit assez particulier parce que la protagoniste est très antipathique. C'est donc le personnage de June qui a toujours voulu être autrice, elle a toujours eu envie d'être publiée et elle a un peu cette rancœur envers Athéna qui est son amie sans être son amie, c'est-à-dire qu'elles sont censées être amies, mais June est beaucoup dans l'envie jusqu'au jour où Athéna va décéder devant ses yeux en fait et June va découvrir qu'elle travaillait sur un manuscrit sur des guerres en Chine, enfin je sais plus mais c'est en tout cas je veux pas me gourer dans ce que je dis mais sur une partie de l'histoire de la culture chinoise et sur ce qu'a subi le peuple chinois et June va décider de voler le manuscrit d'Athéna, de le terminer pour en faire le sien entre grosses guillemets et de le publier sans dire à personne que l'idée originale vient d'Athéna qui est donc maintenant 6 pieds sous terre. Et voilà, sauf que, eh bien, une fois que le roman va être publié, de plus en plus de gens vont commencer peut-être à soupçonner ce qui s'est passé. Et c'est l'histoire, voilà, de ce personnage, June, qui s'auto-persuade un petit peu qu'elle n'est pas raciste, qui s'auto-persuade qu'elle est dans le droit chemin, en fait, que c'est ok de faire ce qu'elle a fait, sachant que June n'est pas asiatique, donc il y a aussi tout ce côté, d'où le titre Yellowface, d'appropriation culturelle. Et il y a aussi beaucoup de critiques autour de l'actualité, ça parle notamment de l'auteur qui avait review bomb d'autres sorties, d'autres auteurs pour plus mettre en avant son livre il me semble, donc ça s'inscrit pas mal dans plein d'actualités et j'ai bien aimé tous les propos du livre, j'ai aimé l'objectif qui était de dénoncer l'appropriation culturelle et de montrer aussi le raisonnement de certaines personnes qui pensent que c'est ok et c'est là que c'était intéressant d'être dans la tête de June, même si c'était hyper frustrant, c'est qu'elle est vraiment persuadée que c'est ok ce qu'elle fait et elle est là mais moi je suis pas raciste, enfin bref, mais c'est aussi hyper frustrant, hyper perturbant et parfois c'est énervant, on n'a pas forcément envie de retourner dans le livre. En plus de ça, il y a un côté mystère, thriller qu'elle a voulu intégrer un petit peu dans le livre R.F. Kuang et là je n'ai pas trouvé que c'était très bien fait, ça m'a pas tenu en haleine, j'avais pas forcément envie de savoir le dénouement de l'histoire et j'ai trouvé que c'était un petit peu prévisible, donc voilà, tout le côté questionnement et critique de l'appropriation culturelle c'était très bien fait, pour le reste j'ai trouvé que ça pêchait un petit peu et c'est pas un de mes livres préférés et c'est pas forcément le livre que je vous recommande le plus, mais si le sujet vous intéresse, je trouve qu'il est plutôt bien traité. Ensuite, on a un livre qui a gagné 2 catégories différentes. Il a gagné la catégorie fiction historique et la catégorie debut novel, donc premier roman, et c'est La maison au sortilège de Emilia Hart, donc Wayward en français. En anglais plutôt, et celui-ci je l'ai absolument adoré, je trouve qu'il mérite amplement sa place de gagnant de ces 2 catégories, surtout pour un premier roman, je trouve ça absolument fou. C'est un roman qui est féministe, qui est engagé, qui vient donc suivre le destin de 3 femmes différentes, une en 2019 qui est une femme battue et qui va fuir sa maison de Londres pour aller vivre dans une petite maison dont elle a hérité, et voilà, elle va découvrir ce havre de paix, mais elle va aussi se rendre compte que ça cache quelques secrets et elle va se mettre à enquêter sur le passé en fait de cette maison et des personnes qui ont vécu. On y suit aussi en 1942 le personnage de Violette pendant la Seconde Guerre mondiale qui est un petit peu forcée de rester dans son domaine familial. Son père veut absolument que ce soit une jeune fille bien éduquée, qu'elle se comporte comme une femme en devenir, sauf que Violette n'a absolument pas envie de ça. Elle a envie d'étudier les insectes et elle vit surtout avec le souvenir de sa mère dont il ne lui reste rien à part un vieux médaillon et une inscription étrange sur le mur de sa chambre. Et enfin, en 1619, on y suit le personnage de Alta qui connaît le secret des plantes et le savoir ancestral que lui a transmis sa mère. Et voilà, pour de nombreux villageois, sa capacité à soigner les gens avec les plantes et à connaître aussi bien la nature, c'est un signe de sorcellerie. Et donc, on la suit, elle, cette année-là, en procès pour sorcellerie. Et j'ai absolument adoré, j'ai aimé la manière dont leurs 3 destins sont liés, mais dont on s'attache à chaque fois à chacune de ces femmes pour des raisons bien différentes. Et voilà, j'étais jamais frustrée quand on avait le changement de chapitre, puisque c'est à chaque fois une femme, un chapitre. Et voilà, j'ai adoré leur histoire, je me suis attachée aux 3. Elles ont toutes les 3 des forces complètement différentes et des profils complètement différents. Et pour autant, je les ai absolument adorées et la plume de l'autrice est absolument magnifique. Le gagnant de la catégorie Mystery Thriller, c'est alors c'est pas La femme de ménage, mais moi j'ai pris celui-ci parce que c'est le tome 1, c'est The Housemaid's Secret, donc le tome 2 de celui-ci. J'ai beaucoup aimé le tome 2, même si moi j'ai préféré le tome 1. Je pense quand même qu'il mérite sa place de gagnant, puisque de toute façon le tome 1 n'aurait pas pu gagner puisqu'il n'est pas sorti en 2023. Et je vais pas vous donner le résumé parce que c'est un peu comme vous avez les Franck-Tillier dans le sens où vous pouvez lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1, vous allez juste vous spoiler un petit peu ce qui s'est passé dans la vie du personnage, mais vous ne spoilerez pas la fin du thriller
du tome 1 de l'intrigue policière. J'ai adoré La Plume de Frida McFadden, je trouve que ça se lit tout seul, vraiment. Elle a ce côté voilà, qui se dévore page turner et on a envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Elle arrive à nous emmener sur plein de pistes différentes sans qu'on soit frustré. Et ouais, je trouve que c'est probablement aussi une très bonne auteure pour débuter la lecture de thriller. Le gagnant de la catégorie horreur, c'était Holly de Stephen King que j'ai terminé tout récemment. Il vient d'être traduit aussi en français aux éditions Albin Michel, donc je l'ai écouté en livre audio en français et je l'ai beaucoup aimé. C'est vraiment encore une fois un thriller à la Stephen King comme on les aime, donc assez, pas forcément trash, mais comment dire, dans ce que font les personnages, c'est quand même assez gore. Donc là, on y suit le personnage de Holly Gibney qu'on a déjà découvert dans Mr. Mercedes et l'Outsider. Donc c'est le 3e tome de cette... Je crois que c'est une trilogie. Non, je pense pas. Bon, en tout cas, c'est le tome 3 de cette saga autour de ce personnage-là. Et le résumé nous dit qu'on y suit le personnage de Emily Ronnie Harris, qui vivent dans une jolie maison victorienne d'une petite ville du Midwest. Ce sont d'anciens professeurs d'université qui mènent une vie de retraités lambda, on va dire. Et malgré leur grand âge, les années ne semblent pas avoir de prise sur eux. À quelques pas de leur demeure, on a retrouvé le vélo de Bonnie Dahl, récemment disparu. Elle n'est pas la première à se volatiliser dans ce périmètre. Chose étrange, à chaque fois il s'agit de jeunes gens. Quel secret inavouable cache les murs tapissés de livres des époux Harris? Sur l'insistance de la mère de Bonnie, Holly Gibney accepte de reprendre du service. Elle est loin d'imaginer ce qui l'attend, une plongée dans la folie humaine, là où l'épouvante n'a pas de limite. Voilà, et j'ai trop aimé. C'est thriller, horreur. Moi, j'ai pas trouvé que ça faisait particulièrement peur, parce que c'est pas le genre de sujet qui, moi, me fait peur. Mais j'ai adoré. Encore une fois, ça se lit tout seul, même si c'est des livres qui sont très denses. Hein. Les Stephen King, c'est des thrillers qui font plus de 500 pages. Mais j'adore, encore une fois, j'aime la psychologie des personnages. J'ai aimé retrouver le personnage de Holly. Et du coup, celui-ci, c'est pas du tout un thriller surnaturel. Pour le coup, c'est vraiment plus psychologique et j'ai adoré découvrir la psychologie des Harris. Du coup, on sait que ce sont eux les antagonistes, on va dire. Et j'ai adoré la psychologie de Holly. On la découvre de plus en plus au fil de cette série et j'ai beaucoup aimé. On découvre aussi d'autres personnages qu'on avait déjà aperçus dans les tomes précédents. Et vraiment, là où j'avais été déçue plus récemment par les thrillers de Stephen King, comme notamment Billy Summers, celui-ci j'ai absolument adoré. Et le dernier livre que j'ai lu dans le cadre de cette vidéo, c'est Check and Mate, donc le gagnant de la catégorie Young Adult Fiction de Ali Hazelwood. Et je m'attendais à rien parce que franchement Ali Hazelwood et moi ça ne fait pas bon ménage. Les 2 livres d'elle que j'ai lus, j'ai pas apprécié. Et du coup j'y suis allée vraiment sans grandes attentes et j'ai été plutôt agréablement surprise. Je l'ai écouté en livre audio, je pense que ça m'a permis aussi de plus l'apprécier. Peut-être que si je l'avais lu par mes propres yeux, on va dire, ça reste pas du tout mon autrice de romance favorite. Et pour vous parler quand même un petit peu du résumé, alors je me souviens plus du tout des noms des personnages parce que je l'ai lu, du coup j'ai commencé à lire les livres pour cette vidéo il y a 2 mois. Je me rappelle plus du nom des personnages, mais on y suit une jeune fille qui pendant très longtemps a beaucoup joué aux échecs, mais elle a arrêté du jour au lendemain, jusqu'au jour où sa meilleure amie va lui dire bah voilà, pour un tournoi caritatif, on a absolument besoin de quelqu'un dans notre équipe, il faut que tu viennes nous aider. Et notre personnage principal va dire ok, bon vas-y, j'accepte. Et elle va se retrouver à jouer sur le champion en titre d'échecs, je sais plus si c'est de son pays ou du monde, qui est un jeune homme aussi, bien évidemment un peu beau gosse, qui ressemble à Adam Driver, qui est gigantesque comme d'habitude avec Ali Hazelwood. Et du coup elle va se retrouver à participer un peu bien malgré elle à de plus en plus de tournois et à redécouvrir sa passion pour les échecs tout en apprenant à découvrir son adversaire qui va peut-être aussi devenir son ami et peut-être autre chose, le champion actuel d'échecs dont je ne me rappelle plus du nom. Voilà, j'ai trouvé donc la romance plutôt intéressante, j'ai bien aimé, j'ai ressenti l'alchimie entre les personnages, j'ai aimé aussi l'univers autour des échecs, alors je m'y connais pas assez pour vous dire si c'est bien représenté ou si c'est bourré de clichés. Par contre j'ai été assez déçue par la fin, ça qui a fait aussi baisser ma note, c'est qu'on nous vend en fait tout un énorme truc qui va se passer à la fin autour des échecs et en fait c'est complètement délaissé et c'est passé en fait très vite en surface au profit de la romance et j'étais là bon ok c'est une romance mais quand même on a construit tout ce truc au fil de l'histoire autour de ce truc là et à la fin c'est complètement overlooked pour partir juste sur la romance entre les personnages et je trouvais ça un peu dommage. Je pense qu'il y aurait peut-être pu avoir un meilleur équilibre entre les deux. Est-ce que je l'aurais mis en gagnant de la catégorie Young Adult Fiction? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est pour moi le Ali Hazelwood que j'ai le plus apprécié. Et voilà qui conclut cette vidéo où j'ai lu les gagnants des Goodreads Choice Awards. Je sais donc qu'il y a quelques catégories que j'ai pas lues, notamment mémoire, autobiographie, l'enfance,
l'humour, je crois, ou c'est des livres qui vraiment ne m'intéressent pas et je vois pas l'intérêt de lire des livres qui m'intéressent pas du tout pour vous donner un avis sur des genres qui sont pas mes genres de prédilection et où probablement mon avis n'est pas forcément le plus recevable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et si vous êtes d'accord ou non sur les gagnants de chaque catégorie. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.